Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Dragon Ball et de ses innombrables retcons. Alors avant de commencer bien évidemment, il va falloir quand même qu'on revoie tous ensemble la définition de ce que c'est qu'un retcon. D'ailleurs les retcons ne sont pas toujours négatifs. Il va falloir donc qu'on éclaircisse ça. Alors le terme de retcon vient de retroactive continuity, qui signifie donc en français continuité rétroactive et en gros c'est une modification de l'histoire qui change notre compréhension des événements passés. Donc une sorte d'information introduite dans une œuvre de fiction qui impose une nouvelle interprétation d'événements déjà racontés, généralement pour faciliter un rebondissement dramatique ou corriger une incohérence. Et évidemment, l'un des retcons les plus connus de l'histoire de la fiction, c'est le fameux retcon de Dark Vador. Et attention spoil, mais bon je pense que vous savez tout ça, mais en principe, il a été révélé lors de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, que Dark Vador est en réalité le père de Luke Skywalker, et que donc Luke Skywalker et la princesse Leia sont en réalité frères et sœurs. Et donc, étant un retcon, eh bien ça impose une nouvelle interprétation de pas mal de choses, dont le baiser que ces deux-là ont partagé lors du 4e épisode, c'est-à-dire Un Nouvel Espoir. Où là tu te dis, bon, ça part en Lannister, et puis même au-delà de ça, il faut savoir qu'au tout début de la conception de Star Wars, Dark Vador n'était absolument pas censé être le père de Luke Skywalker, et c'est quelque chose qui a été inventé à la suite de la sortie et du succès incommensurable du 4e épisode, c'est-à-dire Un Nouvel Espoir. Donc voilà, vous avez plus ou moins compris ce que c'était qu'un retcon. Je pense qu'à la limite là, ça a été clair. Et donc, justement, on revient à Dragon Ball, Dragon Ball aime beaucoup les retcons. Que ce soit la révélation soudaine que Goku est un alien, dans Dragon Ball Z, ou encore les multiples révisions, que ce soit des Potalas ou même des Dragon Ball en elles-mêmes, eh bien, la saga n'a jamais eu peur de réécrire son propre lore et son propre univers. Et maintenant, si je vous disais que les retcons n'ont pas seulement envahi Dragon Ball récemment, mais qu'ils ont toujours fait partie intégrante de la série, parce que bien souvent, on va aller essayer d'épingler Dragon Ball Super vis-à-vis de la réécriture des informations et du lore déjà précédemment établis dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, mais c'était également le cas dans Dragon Ball et Dragon Ball Z justement. En réalité, même un concept aussi basique et bien établi que les senzu beans, c'est-à-dire les haricots magiques qui soignent les blessures, est en réalité un retcon. Et donc on va voir tout ça ensemble, mais encore une fois, avant de parler de tout ça, il faut comprendre que le style d'écriture rapide et instinctif d'Akira Toriyama, évidemment le mangaka légendaire de Dragon Ball, et pas lui bien évidemment, vous l'attendiez celle-là, bon, a mené à des tonnes d'incohérences et de réinterprétations de son univers, dont certaines passent encore inaperçues aux yeux des fans à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, justement, aujourd'hui, on va plonger en profondeur dans le monde des retcons de Dragon Ball, et on va voir combien il y en a eu au fil des 40 ans d'existence de la franchise. Et surtout, on va répondre à une question cruciale, est-ce que les retcons sont réellement un problème ? Et juste une dernière chose avant de commencer la liste à proprement parler, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, hein. Là je vous tease depuis tout à l'heure, mais ça va arriver, y a pas de souci. Faut juste qu'on fasse effectivement la distinction entre révélation et retcon, parce que c'est pas la même chose. Tout dépend du contexte dans lequel l'information est donnée. C'est-à-dire que si on prend un exemple très simple, la révélation comme quoi effectivement Son Goku devient un grand singe, un Nozaru, lorsqu'il regarde la pleine lune, tant qu'il a effectivement sa queue. Parce que lors du premier arc de Dragon Ball, c'est-à-dire l'arc Pilaf, Goku parle d'une créature mystérieuse qui apparaît les soirs de pleine lune et qui aurait tué son grand-père, mais plus tard on découvre que c'était lui-même, sous sa forme de grand singe, qui a accidentellement tué Son Gohan, donc son grand-père. Et c'est pas un retcon, c'est une révélation, car l'information a été teasée, a été foreshadowée, a été fusil de Tchékové dès le départ, avec des indices laissés au fil du récit. Donc l'histoire là n'est pas réécrite, elle est complétée par une vérité que ni Goku ni les spectateurs, ni les lecteurs en réalité, ne connaissaient. Par contre, lorsque Toriyama a décidé des années plus tard, au tout début de Dragon Ball Z, c'est-à-dire l'arc Saiyan, que cette transformation est en réalité une capacité propre au Saiyan, là c'est un retcon. Parce que avant l'Ozaru était une transformation mystérieuse, un peu comme un loup-garou. Sauf que, durant l'arc Saiyan, on apprend que tous les Saiyans ont cette capacité de manière innée. Et ça change totalement notre perception du phénomène. Et donc là, c'est un retcon. Bon, maintenant que tout a été mis en place et que je pense être bien fait comprendre, on va enfin commencer cette fameuse liste des retcons. Alors, le premier de tous les retcons, eh bien, il survient au chapitre 20 du manga Dragon Ball, où on apprend effectivement le délai d'1 an avant de réutiliser Dragon Ball. Parce que non seulement les Dragon Ball se dispersent après un vœu, mais en plus elles deviennent inutilisables pendant 1 an. Et ce délai de recharge n'a jamais été mentionné avant et sort de nulle part, en tout cas avant le chapitre 20. Et c'est un retcon parce que, avant cette scène, rien n'indiquait que les Dragon Ball avaient un temps de repos obligatoire. Et ce changement semble surtout être un moyen d'éviter que les personnages ne les utilisent trop facilement. Il faut savoir aussi que Toriyama voulait absolument éviter de repartir dans un nouvel arc de recherche des Dragon Ball. Donc ça explique aussi pourquoi il a inventé cette règle un peu au dernier moment. De la même manière, la transformation des Dragon Ball en pierre après un vœu, toujours au chapitre 20, c'est un retcon, puisque dans ce même chapitre, après qu'un souhait ait été fait, les Dragon Ball ne sont plus seulement dispersés,
elles deviennent des pierres ordinaires, encore une fois inutilisables après un an. Et c'est un retcon parce que c'est un changement qui rend plus difficile la quête des Dragon Ball et qui n'avait jamais été suggéré auparavant. C'est une mécanique introduite uniquement pour allonger l'intrigue, de manière artificielle. Ensuite, on passe au chapitre 75 avec l'évolution du Dragon Radar. Alors, initialement, le Dragon Radar permettait effectivement de trouver les Dragon Ball, mais sa précision était assez limitée, il montrait la direction générale, mais pas plus. Sauf que dans le chapitre 75, Bulma l'utilise à l'intérieur de la base armée de l'armée du ruban rouge, et il devient un véritable GPS, capable de montrer précisément la position de la Dragon Ball à l'intérieur des bâtiments et de donner des directions exactes pour l'atteindre. Et c'est un retcon parce que cette amélioration soudaine de l'appareil n'a jamais été mentionnée avant, et elle contredit totalement les moments précédents où Bulma devait chercher manuellement les Dragon Ball avec une carte. On passe au chapitre 150 avec les fameux Senzu. Voilà, dont j'ai un peu parlé dans l'intro. Donc, lorsque les senzu, les haricots magiques, les senzu beans, peu importe comment vous voulez les appeler, sont introduits dans le chapitre 88, ils sont simplement une source de nourriture magique. Manger un seul haricot permet de ne plus avoir faim pendant 10 jours. Sauf que, à partir du chapitre 150, les senzu deviennent des médicaments miracles, capables de soigner instantanément toutes les blessures, restaurer l'énergie et même de réparer les os cassés. Et c'est un retcon parce que, justement, c'est un changement radical. De simples aliments, les senzu deviennent, de but en blanc, un objet médical crucial dans l'univers de Dragon Ball, ce qui n'était pas du tout le cas à la base. Bon, on passe à un retcon qui peut-être n'en est pas un, je suis pas certain de ça. Bon, on va parler effectivement de l'âge de Goku. Donc dans le chapitre 2, Goku dit à Bulma qu'il a 14 ans. Sauf que dans le chapitre 41, après avoir vaincu Guidian, ou Guidan, enfin bref, l'espèce de ptérodactyle bizarre là qui crache des chewing-gums, il affirme n'avoir en réalité que 12 ans. Alors pourquoi c'est un retcon ? Il est possible que Toriyama ait changé d'avis afin que Goku corresponde mieux à l'âge du public visé. En le rajeunissant, il devient plus facile pour les jeunes lecteurs de s'identifier à lui. Mais là encore, est-ce que c'est vraiment un retcon ou pas ? D'une certaine manière, tu peux très bien dire que Goku est juste bête. Et c'est pour ça qu'il s'est trompé d'âge. Donc, est-ce que c'est un retcon ? Est-ce que c'en est pas ? D'après moi, c'en est un, mais on peut aussi dire que c'en est pas un. Donc voilà, ce sera à vous de voir. Je vous laisse effectivement juger. Ensuite, parlons un peu de l'évolution du rôle de l'annonceur du Tenkaichi Budokai, donc des tournois dans Dragon Ball. Alors, lors du 21e Tenkaichi Budokai, l'annonceur est simplement un commentateur, il ne prend pas les décisions, et en fait c'est un prêtre du temple qui arbitre les combats. Mais dans les tournois suivants, l'annonceur gère lui-même les décisions et devient le seul officiel du tournoi. En fait, il fait tout. Il commente, il gère les décisions, c'est l'arbitre, il fait tout seul. Et c'est un retcon parce que le rôle de l'annonceur change complètement sans aucune explication, comme si ça a toujours été le cas. Sauf que non, ça n'a pas toujours été le cas. Désolé. Maintenant, parlons un peu du nuage magique de Kinto-un. Alors, dans le chapitre 4, Tortue Géniale offre le fameux nuage magique Kinto-un à Goku, et il semble être un simple cadeau sans grande signification. Mais dans le chapitre 14, il affirme l'avoir reçu de Kami-sama lui-même, et forcément, c'est un retcon, parce que Roshi, donc Tortue Géniale, n'a jamais atteint le palais de Kami-sama. Il a seulement escaladé la tour Karine, et donc il n'aurait pas pu recevoir ce nuage de Kami-sama, enfin, je sais pas, ça me semble évident. De la même manière, si on parle un peu de Kinto-un encore une fois, dans le chapitre 162, il y a un problème, puisque Goku y découvre que Kinto-un ne peut pas voler plus haut que la tour Karine, ce qui implique qu'il n'a jamais pu atteindre le palais de Kami-sama. Et c'est un retcon parce que avant ça, il n'y avait aucune limitation sur la hauteur à laquelle Kinto-un pouvait voler. C'est une restriction ajoutée après coup, probablement pour éviter que Goku n'aille trop facilement voir Kami-sama. On passe à la suite avec Tao Pai Pai, qui survit à une explosion en devenant un cyborg exactement comme Freezer bien des années après. Donc dans le chapitre 92, Goku affronte Tao Pai Pai et finit par lui renvoyer une grenade en pleine face. La scène est sans ambiguïté, on voit l'explosion, et tout porte à croire que Tao Pai Pai a été réduit en poussière. Sauf que dans le chapitre 167, il réapparaît sous forme de cyborg, expliquant qu'il a survécu de justesse et qu'il a été reconstruit. Et c'est un retcon parce que, clairement, lorsqu'il meurt, entre guillemets, il n'y a aucun indice qu'il ait pu survivre. C'est une résurrection pure et simple pour amener un antagoniste populaire, exactement comme Freezer bien après. Qu'est-ce que tu veux reconstruire ? Le gars, il a été atomisé, il n'y avait plus rien, il n'y a même pas de corps en plus, c'est même ça le problème. Il a été détruit, annihilé. Qu'est-ce que tu veux reconstruire ? Des atomes ? Ça n'a aucun sens. Allez, on passe à la suite. Dans le tout premier chapitre, Goku dit clairement à Bulma qu'il n'a jamais vu d'autre humain de sa vie. Mais au fil de l'histoire, on apprend qu'il a vécu avec son grand-père Son Gohan. Alors pourquoi c'est un retcon ? Parce que cette déclaration ne colle pas du tout avec ce qu'on découvre plus tard sur son passé. Il dit qu'il a jamais vu d'autre humain, et pourtant, il a vécu avec un humain. Bien sûr, on peut me dire oui, mais en fait il sous-entend qu'il n'a pas vu d'autre humain à part son grand-père. Mais même là encore, Toriyama lui-même a admis qu'il s'agissait d'une erreur dans une interview. Donc j'ai envie de dire, c'est qui a raison ? C'est vous ou c'est Toriyama qui a raison, c'est Toriyama qui le dit lui-même, c'est pas de ma faute les amis, voilà, Toriyama d'ailleurs, et pas lui bien évidemment. Bon, la suite, dans le chapitre 88, l'eau sacrée de Karine, de Maître Karine, est présentée comme un test de patience.
plus ou moins, hein, qui ne confère aucune vraie puissance, mais qui entraîne l'endurance. Mais dans le chapitre 150, une nouvelle eau magique apparaît, l'eau ultra divine, qui permet à Goku de débloquer son potentiel caché pour vaincre le roi Piccolo Daimao. Et c'est un retcon parce que c'est une excuse évidente pour accélérer l'entraînement de Goku sans effort, en contredisant complètement le premier concept de l'eau magique, qui est une espèce d'entraînement spirituel, de faux entraînement un peu à la Karate Kid, avec Wax On, Wax Off, pour ceux qui connaissent peut-être ce film culte. C'est-à-dire que on te dit qu'on va te donner un MacGuffin, mais c'est l'épreuve que tu réussis pour atteindre le MacGuffin qui est en réalité le vrai boost. Sauf que là, justement dans le chapitre 150, on contredit complètement le premier concept de l'eau magique en disant non, non, mais cette fois, cette eau ultra divine, là par contre, il n'y a pas d'épreuve, juste tu la bois et puis tu deviens plus fort. Bon, évidemment, il y a ce côté, oui, t'as une chance sur deux de crever, mais ça reste con quand même, quoi. Ensuite, dans le chapitre 165, Camille affirme clairement que les divinités, telles que lui-même apparemment, n'ont pas le droit de se supprimer, hein, de se tuer elles-mêmes, hein, vous avez compris. Mais dans le chapitre 194, il tente de tuer Piccolo, et donc de se supprimer lui-même par extension, contredisant complètement ce qu'il a dit avant. Et justement, c'est un retcon parce que ça annule directement une règle que Toriyama avait lui-même établie 20 chapitres plus tôt. Donc c'est un problème. Ensuite, on passe au chapitre 193, où Piccolo explique que si quelqu'un est réduit en poussière, il est impossible de le ressusciter avec les Dragon Ball. Et c'est un retcon parce que cette limitation n'a jamais été mentionnée auparavant, et qu'elle disparaît totalement dans DBZ, où Shenron peut alors ressusciter des milliers de gens à la fois, même si leurs corps ont disparu depuis longtemps. Comme par exemple exactement ce qui s'est passé à la fin de l'Arc Buu, lorsque Shenron remet la Terre en place et fait revenir à la vie toutes les victimes de Majin Buu, alors que pourtant ils ont été complètement atomisés quoi. D'ailleurs en parlant de DBZ, on va passer enfin à DBZ. Alors, et donc on va parler forcément de la révélation comme quoi Son Goku est un Saiyan, et c'est un problème, parce que avant Dragon Ball Z, donc avant l'arc Saiyan, il n'y avait aucune indication que Goku faisait partie d'une espèce spécifique autre que les humains. Si Tenshinhan est un humain avec un œil en plus, pourquoi Goku ne pourrait pas être juste un humain avec une queue de singe? Voilà, il n'y a pas de souci. On parle quand même d'un monde où le président, c'est un canidé, c'est un chien, donc pourquoi pas après tout. Sauf que là, maintenant c'est un Saiyan, ça lui donne une origine claire, mais ça altère sa singularité en tant que guerrier unique, en faisant de lui un simple membre d'une race entière de combattants violents qui sont exactement comme lui. Autre chose qui pose problème, c'est que avant Shenron pouvait exaucer n'importe quel souhait, mais dans Dragon Ball Z, on apprend que il ne peut pas ressusciter quelqu'un qui a déjà été ramené à la vie. Et pourquoi c'est un retcon? Parce que cette règle n'existait pas avant, et sert juste à augmenter le niveau de difficulté pour les héros. Toriyama, et pas lui bien évidemment, mais volontairement des limites sur les Dragon Ball pour éviter que la mort ne soit trop facilement annulée. Ensuite, dans le chapitre 162 de Dragon Ball, Karine explique que les gens tués par les démons ne peuvent pas monter au paradis. Pourtant, lors du chapitre 11 de Dragon Ball Z, Raditz, qui est, on va le dire, un gros salopard, est vu dans le bureau d'Enma, ce qui contredit cette règle. Et c'est un retcon parce que cette règle était censée être absolue, mais elle est immédiatement oubliée dès que DBZ approfondit son système après l'arc Saiyan. Dans le chapitre 18 de DBZ, Shenron affirme qu'il ne peut pas tuer les Saiyans car ils sont plus puissants que lui. Puisque lorsque Bulma propose d'utiliser Dragon Ball pour éliminer Vegeta et Nappa, Shenron révèle qu'il ne peut pas tuer quelqu'un plus puissant que son créateur, c'est-à-dire Kami. Et c'est un retcon parce qu'avant, Shenron n'avait aucune limitation spécifique en termes de puissance. Ce changement, encore une fois, c'est à empêcher une solution trop facile au conflit, mais il contredit le concept original de Dragon Ball comme outil tout puissant. Ensuite, dans le chapitre 20 de DBZ, on apprend que Piccolo et Kami ne sont plus des démons. Parce que jusqu'ici, le roi Piccolo, Daimao, Piccolo, Kami, c'était des démons à la base. Sauf que dans DBZ, on apprend que non, ils sont en réalité des Namek, une race extraterrestre. Et ça change complètement l'origine de Piccolo. Avant DBZ, c'était censé être un démon ancestral, lié à la magie et aux esprits maléfiques, et maintenant, il devient un extraterrestre doté de super pouvoirs. Ce qui modifie complètement sa place dans l'univers. Sauf que, et c'est marrant, il me semble que dans Super ou dans Daima, je sais plus, on revient à la position de départ en disant effectivement que les Namek à la base venaient du monde des démons. Donc voilà, c'est un peu du gloobie-boo, le gars qui n'a aucun sens, mais bon, écoutez, ça reste un retcon. Ok, alors, dans Dragon Ball, Goku aimait le combat parce que c'était un artiste martial, sauf que dans DBZ, on explique que non. C'est dans sa nature saïenne de chercher toujours des adversaires plus forts que lui, en fait, et de pouvoir, effectivement, d'aimer le combat. Sauf que c'est un retcon parce que Goku était censé juste être un combattant humble à la base, cherchant à devenir plus fort pour protéger et progresser. Et ce changement rend son amour du combat plus violent, plus instinctif, ce qui le rapproche de Vegeta et l'éloigne du Goku d'origine. Donc là, ce n'est plus un trait de caractère, c'est juste de la génétique. Goku aime le combat parce que c'est un Saiyan, alors qu'avant, c'était pas le cas. Donc c'est un peu con encore une fois. Ensuite, dans le chapitre 49 de DBZ, les Namek sont considérés comme une race pacifique et Piccolo en fait a été influencé par les humains. Lorsque Goku rencontre Kaio et que ce dernier lui explique l'histoire des Namek, il lui révèle que les Namek en fait sont une race pacifique, ce qui implique que la nature maléfique de Piccolo ne vient pas de son peuple d'origine, mais de l'influence des humains sur Terre. Et c'est un retcon parce que dans Dragon Ball, le roi Piccolo Daimao et Piccolo et tout ce que vous voulez étaient considérés comme des êtres démoniaques incarnant le mal absolu encore une fois. Et ce changement altère leur nature en les rendant simplement déviants d'une espèce normalement pacifique, ce qui
adoucit l'aura maléfique de Piccolo et change son développement. Ensuite, dans le chapitre 63 de Dragon Ball Z, la planète Vegeta, finalement, n'est pas détruite par un météore, comme c'était dit au tout début de Dragon Ball Z, mais par Freezer, puisque, encore une fois, dans les premiers chapitres de Dragon Ball Z, Raditz explique que la planète des Saiyans, donc la planète Vegeta, a été détruite par un météore. Cependant, plus tard, Vegeta apprend par Dodoria que Freezer est le véritable coupable. Et donc, c'est un retcon parce qu'au début, les Saiyans semblaient être un peuple victime d'un désastre naturel, ce qui renforçait leur mythe de guerrier survivant. L'ajout de Freezer comme responsable sert à allier les Saiyans à un antagoniste plus grand, en gros, et à donner une motivation de vengeance à Vegeta. Alors que dans l'arc Saiyan, Freezer n'existait pas, on va pas se mentir. D'ailleurs, même Vegeta disait effectivement qu'il était le mec le plus fort de l'univers, quoi. Ça n'a aucun sens. De la même façon, autre retcon, Freezer est introduit comme étant le tyran suprême dans le chapitre 52 de DBZ, puisque là, c'est la première fois que le nom de Freezer est mentionné. À ce moment-là, on apprend que c'est lui qui gouverne l'univers et qui a ordonné la destruction des Saiyans, et c'est un retcon parce qu'auparavant, les Saiyans semblaient être encore une fois leur propre maître, avec Vegeta comme leur prince. Quoique, le fait que Vegeta soit prince n'a été révélé que durant l'arc Freezer, mais bon, admettons. Ce changement fait de Freezer un élément central de l'histoire, mais ça semble avoir été ajouté après coup pour donner un ennemi encore plus fort à Goku. Et on reste complètement dans le même délire, tu sais, du power creep, quoi. Voilà, il faut toujours des ennemis plus forts, même s'il faut effectivement réécrire le passé, réécrire les anciens chapitres et complètement défoncer le world building de l'univers Dragon Ball, donc c'est un peu triste. Allez, on passe à la suite, et là maintenant on va parler du fameux Zenkai Boost. Alors, qu'est-ce que c'est que le Zenkai Boost? C'est le concept comme quoi les Saiyans deviennent plus forts après avoir frôlé la mort. Et ça, on l'apprend dans le chapitre 63 de DBZ, puisque Dodoria explique que les Saiyans deviennent plus puissants après chaque combat. Et c'est un retcon puisque dans Dragon Ball, Goku s'entraînait de manière progressive pour devenir plus fort. Ce nouveau concept introduit un boost automatique lié à leur race, à la race des Saiyans, ce qui facilite leur montée en puissance sans forcément nécessiter autant d'entraînement. Et encore une fois, c'est ce qu'on appelle une facilité scénaristique. De la même façon, et j'en ai un peu parlé juste avant, Vegeta est rétroactivement surnommé le prince des Saiyans lors du chapitre 63 de DBZ, puisque dans les premiers arcs de DBZ, Vegeta se présente seulement comme un guerrier d'élite. Vous n'avez qu'à relire le manga, durant l'arc Saiyan, jamais Vegeta n'est présenté comme un prince. Et jamais on ne fait aucune référence à son statut royal. Ce n'est qu'à partir de l'arc Freezer avec Dodoria, qui le mentionne en premier comme étant prince des Saiyans, qu'on apprend ça. Et c'est un retcon parce que dans son combat contre Goku, Vegeta insiste sur le fait qu'il est le plus fort de son peuple, mais sans jamais parler d'une monarchie. L'ajout du titre de prince sert à renforcer sa fierté et son lien avec la planète Vegeta, mais il n'avait jamais été établi avant, alors que justement, lors de son petit discours juste avant de commencer son combat contre Goku, c'était le bon moment de dire « Ouais, non seulement t'es un guerrier de basse classe, mais moi je suis ton prince !» Ça n'a pas été dit avant, donc clairement, ça a été inventé durant l'arc Freezer, après coup. C'est donc un retcon. Bon, on revient avec l'extermination des Saiyans par Freezer. Donc, Dodoria révèle plein de trucs à Vegeta, notamment le fait que Freezer ait anéanti les Saiyans, non pas par simple cruauté, mais par peur qu'ils deviennent trop puissants et finissent par se rebeller. Et c'est un retcon parce que jusqu'ici, Freezer était juste présenté comme un tyran impitoyable, et la destruction de la planète Vegeta semblait être un acte gratuit. Ce changement lui donne une motivation plus réfléchie, mais aussi ajoute une incohérence. Si Freezer craignait une rébellion, pourquoi avoir gardé Vegeta en vie? Vous allez me dire, oui, mais il peut le garder en vie vu qu'il est tout seul, mais clairement, ça lui a pas servi, quoi. Et le problème avec ce retcon, c'est que ce sera aussi retconné plus tard, et de toute façon on va en parler, avec le délire du Super Saiyan. Donc dans le même arc, au début on te dit il a tué les Saiyans pour le lol, ensuite on te dit que c'est parce qu'il avait peur d'une rébellion, du fait que les Saiyans étaient beaucoup plus nombreux que tout le reste, qu'il y avait un risque effectivement qui s'allient tous ensemble pour renverser Freezer, et ensuite après on te dit que non, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il avait peur de la légende du Super Saiyan. On va en parler un peu plus tard, mais voilà, ça n'a aucun sens, c'est retcon sur retcon sur retcon, ça n'a aucun sens. Ensuite, on nous apprend, durant ce même arc Namek, que les Dragon Ball ne peuvent pas ressusciter quelqu'un mort de cause naturelle, puisque lorsque l'on tente d'utiliser les Dragon Ball pour ressusciter quelqu'un mort de vieillesse, Shenron refuse en expliquant qu'il ne peut pas ramener les gens morts de cause naturelle. Il me semble d'ailleurs que c'est pour Guru, je crois, le patriarche des Namek. Et ça contredit totalement l'idée initiale de Dragon Ball, qui pouvait réaliser n'importe quel souhait. Ce changement a probablement été introduit pour empêcher les résurrections illimitées et donner plus de poids au décès de certains personnages. Mais ça reste complètement illogique. Ensuite, parlons de Guru. Dans ce même arc Namek, Kaio communique avec Guru, et ce dernier parle ensuite à Dende par télépathie via Kaio. Mais c'est un retcon parce qu'auparavant, il était établi que Guru ne pouvait pas transmettre d'informations directement, qu'il devait donc passer par Nail pour livrer ses messages. De plus, il est aussi établi que Kaio ne peut pas normalement connecter télépathiquement une personne A avec une personne B, sauf si la personne A est en contact direct avec lui. Généralement, c'est lorsque Goku pose sa main sur l'épaule de Kaio. Pourtant, ici, Kaio relaye un message entre Guru et Dende sans aucun contact physique avec aucun des deux.
donc aucune justification. Et ça donne l'impression que Toriyama arrive à lui, bien évidemment, à oublier ses propres règles sur la télépathie et à utiliser cette scène pour faire avancer l'histoire rapidement et surtout artificiellement. On passe directement au chapitre 109 de Dragon Ball Z, où Vegeta nous révèle que le Zenkai Boost ne fonctionne pas s'il se blesse lui-même. Le Zenkai Boost, encore une fois, je le rappelle, sait-on jamais, s'il y a des gens qui prennent le train en route, que c'est la capacité des Saiyans à devenir plus fort après avoir frôlé la mort. Et dans Dragon Ball Z, c'est-à-dire, entre parenthèses, Dragon Ball Z est une appellation propre à l'anime. Quand je parle de Dragon Ball Z, je dis c'est de l'arc Saiyan jusqu'à l'arc Buu, voilà. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je sais que dans le manga, il n'y a pas de Dragon Ball Z, c'est Dragon Ball et c'est... Bon. Mais peu importe, je préfère être clair. Quoi qu'il en soit, dans Dragon Ball Z, Vegeta explique qu'il ne peut pas se blesser lui-même pour déclencher ce Zenkai Boost. Et c'est un retcon, parce que c'est une règle qui n'a jamais été mentionnée avant. Ça semble exister uniquement pour éviter que les Saiyans abusent de cette capacité en se blessant eux-mêmes en boucle pour devenir invincibles, mais c'est une limitation étrange parce que rien ne l'empêcherait d'utiliser un allié pour le blesser et obtenir le boost, sans se casser la tête. Ça n'a aucun sens, d'autant plus que, et là c'est même pas une question de retcon, c'est une question de connerie, c'est une question d'incohérence, en fait le truc c'est que lors de l'entraînement de Goku, dans l'espèce de navette là créée par le professeur Brief, durant son voyage de la Terre jusqu'à Namek, il s'entraîne tout seul, et justement, la raison pour laquelle il passe d'à peu près, je crois, 8000 ou 9000 unités de puissance à 90 000 unités de puissance lorsqu'il atterrit sur Namek, c'est justement grâce au Zenkai Boost. Parce que Son Goku se tire lui-même dessus avec son propre Kamehameha. Et le Zenkai Boost s'active, et c'est pour ça qu'il devient surpuissant. Mais alors, dans ce cas-là, on se pose la question. Normalement, c'est pas possible. Vu que d'après Vegeta, on ne peut pas se Zenkai Booster soi-même. Encore une fois, ça n'a aucun sens. Bon, allez, on met de côté l'arc Namek et l'arc Freezer, et on va passer à l'arc Android, donc l'arc Cyborg, l'arc Cell. Alors, premier truc, dans le chapitre 135 de DBZ, on apprend qu'une personne peut refuser d'être téléportée par un vœu. Donc, quelqu'un peut résister s'il veut pas se faire téléporter par un vœu. Ça n'a aucun sens, encore une fois, retcon total de Dragon Ball, parce que les Dragon Ball étaient censés exaucer n'importe quel souhait, en tout cas au début, et jusqu'ici, personne n'a vu la possibilité de s'opposer à un vœu. Et cette nouvelle règle sert à donner un choix au personnage de manière artificielle, mais ça contredit les anciennes utilisations de Dragon Ball. Normalement, on fait un vœu et puis c'est tout, le vœu se fait. C'est pas, ouais, non, finalement, j'ai pas envie. Ça n'a aucun sens. Allez, un autre icône qui est très connu, c'est le fait que les androïdes 19 et 20, donc C19 et C20, deviennent C17 et C18 dans le chapitre 141 de DBZ. Alors, lorsque Trunks du futur arrive pour prévenir Son Goku et les autres d'une menace imminente, il annonce que les androïdes qui détruiront le monde seront les modèles donc 19 et 20. Pourtant, lorsque le moment arrive, les véritables androïdes destructeurs sont en fait C17 et C18. Bon, alors, c'est un retcon, parce qu'il est évident que Toriyama a changé d'avis en cours de route, rip à lui bien évidemment. À l'origine, les seuls androïdes censés être les antagonistes de cet arc étaient les vieux scientifiques et cyborgs, étaient C19 et Dr. Gero. Mais après des critiques de son éditeur, vous connaissez les badges, j'en parle souvent dans mes vidéos Dragon Ball, Toriyama, rip à lui bien évidemment, a dû introduire des antagonistes plus jeunes et un peu plus stylés, ce qui a conduit donc à la création de C17 et C18, puis plus tard à Cell. D'ailleurs, ça a été tellement retcon que dans les nouvelles rééditions de Dragon Ball, il faut pas faire attention aux androïdes C19 et C20, mais bien aux androïdes C17 et C18. Parce que Trunks lui parle de C19 et C20, alors que dans son futur à lui, c'est C17 et C18. Ça n'a strictement aucun sens, bref, peu importe. Ensuite, chapitre 195 DBZ, on va parler des Cell Games. Alors Cell annonce que les Cell Games commenceront le 17 mai. Sauf que, d'après Trunks, les androïdes ne sont censés être apparus sur Terre que le 12 mai, et ça rentre en conflit avec la chronologie, ce qui oblige les versions ultérieures du manga à modifier la date au 26 mai pour résoudre l'incohérence. Et encore une fois, c'est un retcon parce qu'il est évident que Toriyama, rip à lui bien évidemment, ne suivait pas précisément son propre calendrier. Cette rectification prouve que l'histoire a été modifiée après coup pour éviter un paradoxe temporel. Ensuite, à la fin de l'arc Cell, on voit effectivement Cell donc s'autodétruire sur la planète Kaio, mais se régénérer, malgré l'absence totale de logique biologique quant à cette régénération, parce que quand il se régénère, il dit oui, c'est grâce aux cellules de Piccolo. Sauf que c'est un retcon total. Piccolo peut certes se régénérer certains de ses membres, mais il ne peut pas revenir de la poussière. Cette capacité est totalement exagérée, elle a été introduite pour rendre Cell encore plus redoutable. Et d'ailleurs, dans Dragon Ball, le roi Piccolo Daimao se fait transpercer par Goku, et il ne se régénère pas pour autant, bien qu'il ait eu un trou dans son ventre. Enfin, je veux dire, avoir un trou dans ton ventre, c'est beaucoup moins grave que de se faire atomiser. Et si Piccolo avait réellement eu cette capacité, il aurait pu survivre à son combat contre Goku. Et quand je parle de Piccolo, je parle de Piccolo Daimao. Et ça signifie que la régénération des Namek a été ajoutée après coup, qui n'a d'ailleurs jamais été appliquée sur ce pauvre Piccolo d'ailleurs. C'est vraiment une rodka totale. Allez, chapitre 224 de DBZ. Lorsque Krillin demande à Shenron si C17 et C18 peuvent redevenir humains, le dragon refuse en expliquant que leur nature est trop étrange et puissante pour être affectée par son pouvoir.
Encore une fois, c'est un retcon. Auparavant, Shenron n'a jamais montré aucune limite concernant la transformation des êtres vivants. Pourtant, il a pu restaurer Goku et les autres à plusieurs reprises, il a même modifié la mémoire des gens. Ce retcon, encore une fois, a été introduit uniquement pour garder C17 et C18 en vie après la saga Cell, et en vie et surtout en pleine possession de leurs moyens. Toujours à la fin de l'arc Cell, lorsque Cell se fait abattre par Gohan, Vegeta fait le serment de ne plus jamais se battre. Sauf que, juste après, lors de l'arc Boo, bah en fait, il s'est entraîné depuis maintenant 7 ans et il est toujours aussi chaud pour se battre. Ça n'a strictement aucun sens. Pourquoi faire le serment de plus jamais se battre si bah, finalement tu reviens de battre? Ça n'a aucun sens, mais encore. C'est insensé, mais voilà, on commence à avoir l'habitude. Bon, maintenant on passe à l'arc Boo et on va parler donc de Kaioshin. Alors, lors du chapitre 11 de DBZ, on nous apprend que Kaio est en fait une divinité suprême, celui qui veille sur tout l'univers, c'est comme ça qu'il est présenté. Sauf que bien sûr, lors de l'arc Boo, apparaît Kaioshin, et on apprend que Kaio n'est en réalité qu'une divinité mineure. Et c'est un retcon parce que ça change entièrement la hiérarchie divine dans l'univers de Dragon Ball. Jusqu'ici, Kaio était vu comme un être quasi omnipotent, mais avec Shin, bah, il devient presque insignifiant. De la même manière, dans le chapitre 234 de DBZ, on nous apprend que Kaio n'est plus Kaio, mais bien le Kaio du Nord. Puisqu'au début de DBZ, bah, on considère que Kaio est le seul dans son genre, sauf qu'en réalité, il y en a en réalité 4. Le Kaio du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, et qu'ils sont eux-mêmes sous l'autorité de Kaioshin. Et c'est un retcon parce qu'au départ, Kaio était présenté comme une entité unique. Il n'était pas censé faire partie d'un groupe, et encore moins être un simple subordonné. Toujours dans l'arc Boo, la salle de l'esprit et du temps nous est présenté au début comme bloquant la communication avec l'extérieur, jusqu'à que ce ne soit plus le cas. Parce que lors du chapitre 183, donc quand Goku et Gohan entrent dans la salle de l'esprit et du temps, Goku affirme que la pièce est complètement isolée. Mais plus tard, Piccolo parvient à parler à Goten et à Trunks alors qu'ils sont enfermés dedans, via télépathie. Et ça contredit complètement les règles précédemment établies, et fait de la salle un élément beaucoup moins isolé et dangereux. Et dans ce même arc Boo, on voit effectivement la Terre dessinée, mais sauf qu'elle a été redessinée. Puisque dans le chapitre 17 du manga Dragon Ball, dans les premières pages du manga, la Terre ressemble exactement à notre planète. Mais au fur et à mesure, Toriyama a commencé à redessiner une espèce de Terre complètement différente, qui va lui bien évidemment, avec de nouveaux continents et des lieux inédits. Et ça modifie complètement l'ordre du monde, puisque lors du chapitre 319 de DBZ, on voit une espèce de Terre totalement différente, alors qu'au début l'histoire était censée initialement se dérouler sur une Terre réaliste, mais au final, ça devient une planète fictive. D'ailleurs, dans ce même arc Boo, on voit Bulma arriver sur l'espèce de plateforme de l'au-delà où il y a effectivement Mister Popo et Camille, et elle y arrive avec son espèce de mini-avion, ce qui en principe était censé être impossible jusque-là. Et on va finir cette vidéo avec le fait que Shenron soit capable d'appliquer des vœux à Sangoku. Alors que, en principe, et ça on apprend à la fin de Dragon Ball, Shenron n'est pas capable d'appliquer des vœux sur des individus plus forts que lui, et plus forts que Camille. Et pourtant, à la fin de l'arc Boo, Shenron redonne à Sangoku toute son énergie. C'est le dernier vœu d'ailleurs, hein, juste avant qu'effectivement que Sangoku arrive à battre une fois pour toutes Kid Buu. Donc voilà, encore une fois, c'est une incohérence. Et c'est un retcon. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, dites-moi dans les commentaires si je me suis trompé sur certains retcons ou s'il y a d'autres retcons que j'ai pas vu passer. Prenez soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu, et à la prochaine.